Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de ce qui se fait d'habitude. Du coup, ça va plus ressembler à un podcast qu'à un véritable épisode de la chaîne. Mais l'idée, c'est de répondre aux différentes questions qui ont été posées sur la série Un portefeuille presque parfait, autrement appelé le portefeuille du cube. En espérant que les éléments fournis ici vous apportent quelque chose pour la construction de vos propres portefeuilles d'investissement. Donc, vous pouvez écouter ça en faisant autre chose, bref, dans tous les cas, vous n'aurez pas besoin de regarder l'écran. Alors, je vous dirais bien bon visionnage, mais comme il s'agit avant tout d'un contenu audio, ça n'aurait aucun sens. Donc je vais juste vous dire bonne écoute, avant de commencer avec la question qui va servir de point d'entrée à cet épisode. Le portefeuille du cube est-il un vrai portefeuille ? Eh bien oui, définitivement oui. Le portefeuille du cube est un vrai portefeuille. Et si ce n'était pas le cas, ça ne serait d'aucune utilité. Le principe, c'est bien de vous montrer comment on peut créer un portefeuille étape par étape, phase par phase, même si on n'y connaît pas grand-chose et même si la capacité d'investissement est faible. En fait, il s'agit du portefeuille d'un proche qui est parti de zéro en termes d'investissement. Donc, chaque nouvel épisode de la série fait suite à une réflexion sur la stratégie et les choix qui sont faits sont bien réels. D'ailleurs, j'interviens très peu sur la décision finale. Ensuite, ces choix sont appliqués à la fois sur son portefeuille, mais également sur le mien. Ce qui me fait une belle transition pour la question suivante. Quel est ton portefeuille à titre informatif ? Alors, comme il m'arrive d'en parler, vous avez compris que le portefeuille du cube et mon portefeuille personnel sont deux entités séparées. Et là, vous allez dire « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu ne nous donnes pas les secrets de ton portefeuille, c'est un scandale, tout ça. » En fait, vous donner le contenu de mon propre portefeuille ne serait d'aucune utilité. Ça serait même contre-productif pour vous. Parce que si je devais résumer, ça serait en vous disant « En réalité, mon portefeuille correspond à ce qui est présenté dans la série Un portefeuille presque parfait, les erreurs en moins. » Parce que lorsque j'ai commencé à investir, j'ai bêtement suivi les conseils, vous sentez les guillemets autour de conseils, de certains influenceurs. Ce qui m'a valu d'une part de perdre de l'argent, d'autre part d'investir dans des value traps dont je peine encore à sortir. Du coup, comme je sais que beaucoup de personnes se contentent de copier les portefeuilles des autres, ça évite de copier également les bourdes que j'ai pu commettre. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, plus le temps passe et plus les écarts entre les deux portefeuilles se réduisent. Ah, et si vous voulez avoir un aperçu des erreurs que j'ai pu commettre, il y a un épisode de la chaîne là-dessus. Je vous mettrai le lien en fiche et dans la description. Pourquoi autant de temps entre les épisodes de la série ? Tout simplement parce que le portefeuille est réel. Il faut donc attendre entre chaque épisode que les liquidités nécessaires pour réaliser un nouvel investissement soient suffisantes. Bon, ensuite vient le temps de recherche des possibilités d'investissement, les analyses de valeur, l'écriture de l'épisode, l'enregistrement, le montage. On imagine mal le travail qu'il y a autour d'une seule vidéo. En fait, si, certains d'entre vous s'en rendent compte au vu des commentaires que vous laissez. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à toutes et tous un grand merci pour les encouragements, les messages de soutien ou même les pouces en l'air. Ça fait sincèrement plaisir. Quel est le but du portefeuille ? Alors, l'objectif à terme est de créer un patrimoine d'au moins 500 000 €. Mais évidemment, on ne va pas faire ça d'un coup en un claquement de doigts. Du coup, l'objectif final est scindé en une série d'objectifs à moyen terme. Le premier d'entre eux étant de créer un revenu de substitution à peu près égal à l'équivalent d'un SMIC. Comme la capacité d'épargne du cube est limitée, cet objectif intermédiaire passe par une augmentation de la capacité d'investissement. D'où le choix de valeurs de rendement et de sociétés versant un dividende. Pour le choix des sociétés, on essaie d'établir une allocation d'actifs équilibrée à la fois d'un point de vue sectoriel, d'où le découpage des épisodes par secteur d'activité, et géographique. Pour l'instant, on se concentre sur l'Europe, mais on va bientôt étendre ça. Lorsque les sociétés ont été évaluées et analysées, on garde les meilleures avant de les classer par niveau de rendement. À société équivalente, en termes de fondamentaux, on se tourne en général, mais il peut y avoir des exceptions, vers celles qui offrent le plus haut rendement. Et de préférence, on essaie d'avoir des entreprises qui versent au moins 5% de rendement.
privilégier le PEA. Je sais qu'on se focalise essentiellement sur le PEA et que beaucoup aimeraient avoir de quoi se mettre sous la dent dans un CTO. Mais d'une part, n'oubliez pas que tout ce qui entre dans un PEA entre aussi dans un CTO. Donc, si vous n'avez pas accès au PEA, je pense notamment aux Belges et aux Canadiens qui suivent la chaîne, le portefeuille et la stratégie fonctionnent quand même. Ensuite, la stratégie se fait vraiment pas à pas. Donc actuellement, on se focalise beaucoup sur l'Europe, parce que pour un débutant comme le Cube, c'est plus simple de comprendre dans quelle entreprise il investit, d'où le choix du PEA. Mais l'outil d'investissement est la résultante du choix de la zone géographique, pas l'inverse. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on sortira ensuite d'Europe et on fera entrer des valeurs pour CTO. C'est prévu. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, j'aurai des messages me demandant des valeurs pour PEA. Investissement sur long terme ou court terme? Le portefeuille est sur un horizon long terme. Alors, d'une part parce que ça permettra de bénéficier au maximum de la croissance des sociétés que l'on a fait entrer, d'autre part parce qu'en cas d'erreur, ce qui est toujours possible, ne l'oubliez pas, ça permet de limiter les dégâts ou en tout cas de les amortir en partie. Enfin, l'horizon long terme est également la conséquence de la faible capacité d'investissement du Cube. En d'autres termes, il n'y a pas un gros capital de départ que l'on pourrait directement répartir dans les différents actifs. Pour vous donner un contre-exemple, je crois que, si j'ai bien compris, Sébastien Coubard possédait en amont le capital qu'il utilise pour ses investissements mensuels. Ceux qui le suivent pourront me le confirmer ou invalider en commentaire. Donc, il aurait pu dès le départ préparer son allocation d'actifs, puis investir massivement dans les valeurs qui l'intéressent. Pour le portefeuille de la chaîne, on est dépendant des entrées d'argent du Cube. L'investissement est donc étalé dans le temps, donc long terme. N'oubliez pas, votre situation de départ va conditionner beaucoup d'éléments de votre stratégie. Combien d'actions et montant des investissements du portefeuille? Alors, effectivement, dans la série, on ne donne jamais les montants ni le nombre d'actions achetées. Mais sachez que le portefeuille a été équipondéré, c'est-à-dire que c'est la même somme qui est investie dans chaque secteur. Actuellement, on est parti sur 2500 € par investissement. Et si on fait entrer deux valeurs au lieu d'une dans un même secteur, la somme est répartie entre les deux. Le portefeuille reste ainsi à peu près équilibré. Cette somme a été choisie pour maximiser les frais de transaction chez Fortuneo, la banque où se trouve le PEA. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un code de parrainage en description. Avec ce code, vous bénéficierez de 80 € offerts pour toute ouverture de compte. Bref, comme ils ont un fonctionnement par palier, c'est-à-dire qu'en fonction de la somme investie, le pourcentage des frais va varier, investir un peu plus de 2000 € permettait à la fois d'avoir des investissements réguliers et de maximiser les frais. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, donc je ne sais même pas s'ils ont toujours ce fonctionnement. Il faudrait que je vérifie. Pouvez-vous nous donner des points d'entrée pour les valeurs? Ah, la question des points d'entrée. Alors, il y a deux réponses au fait que je ne donne pas les points d'entrée. La première est liée à la chaîne. L'objectif est d'avoir un contenu qui reste valable au-delà de l'actualité. Du coup, un point d'entrée aujourd'hui ne sera plus valable demain. En plus, comme il y a un temps entre le moment où je prépare la vidéo et le moment où vous la regardez en ligne, pour des actions un tant soit peu volatiles, le point d'entrée risque d'être faussé. Ça, c'est la YouTube réponse. Ensuite, donc deuxième réponse, parce que de base, je me préoccupe très peu des points d'entrée. Et là, je sens que tout un tas de personnes ont le poil qui se hérisse quand je dis ça. Mais comprenez, déjà, il est extrêmement compliqué d'établir la valeur intrinsèque d'une entreprise. Alors, c'est un domaine sur lequel j'effectue pas mal de recherches en ce moment pour me fixer sur une méthode, mais c'est une autre histoire. Du coup, comme on est sur un horizon long terme, j'essaie simplement d'acheter la valeur à un prix correct. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'elle soit surévaluée sans plus. Ensuite, je suis plutôt sur une stratégie quality. Donc les entreprises sélectionnées sont censées être de bonnes entreprises. Et là aussi, il y a des guillemets à bonnes. De ce fait, si la valeur baisse et descend en dessous du PRU, le prix de revient unitaire, c'est-à-dire combien en moyenne je l'ai acheté, ça devient l'occasion de renforcer la ligne en bénéficiant d'un prix plus attractif. Après avoir réanalysé la valeur, s'entend. Après, je vous dis ça,
Mais il se trouve qu'on a acheté Danone au moment où l'entreprise était décotée, Stellantis parce que le but était bien de l'acheter au départ pour bénéficier de sa croissance, Clinica Baviera était également sous-cotée, bref, en général, lorsque je crée la liste, je regarde quand même le cours des actions. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma méthode, bien sûr. À partir de quel moment songez-vous à vendre ? Actuellement, dans la stratégie, il n'y a aucune raison de vendre. Le portefeuille est dans sa première phase, celle de la construction. Il est donc trop jeune pour que l'on puisse en récolter les fruits, mis à part ceux des dividendes bien sûr. En général, il faut attendre au moins 3, 4, voire 5 ans pour avoir une vraie croissance du cours de bourse. Dans le même temps, on considère, mais ce n'est qu'une estimation, pas une règle, qu'une bonne action double sa valeur tous les 10 ans. Ensuite, le portefeuille est sur une stratégie long terme, donc on suit le principe de base de laisser courir les gains et couper les pertes. Et justement, en ce qui concerne les pertes, tout dépend si vous avez fait vos devoirs auparavant. Et en termes de devoirs, j'entends analyser en profondeur les sociétés. La logique veut que si ce travail a été fait et que l'action a été achetée, ce n'est alors pas pour rien qu'elle est dans le portefeuille. Et il n'y a donc aucune raison de la vendre. Et actuellement, le seul doute que nous avons eu était sur Ruby, qui semble finalement remonter la pente. Cela dit, s'il y a un doute sur une entreprise, alors on repart sur une analyse. Si le résultat de celle-ci ne correspond plus à la raison pour laquelle l'entreprise a été achetée, alors effectivement, il est temps de vendre. Dans tous les cas, l'un des aspects les plus importants de toute stratégie est d'établir des règles précises répondant à certaines situations. Ensuite, lorsque la situation se présente, il n'y a plus à réfléchir mais juste à appliquer la règle. Dernier point, on a réalisé une vidéo spécifique sur les scénarios de vente. N'hésitez pas à aller la consulter pour avoir plus de détails. Quels sont les outils que vous utilisez ? J'utilise pas mal d'outils différents pour analyser les actions et vous faire de belles vidéos que vous prendrez plaisir à regarder. Mais attention, parfois je vais prendre l'information quelque part en vous la montrant sous une forme qui provient d'une autre source. Là, la raison est simple, c'est qu'un graphe va être plus parlant pour vous qui regardez que vous tapez un tableau rempli de chiffres. Cependant, mon outil principal reste Value Investing Screener, avec qui je suis désormais en partenariat d'ailleurs. Alors, là on est sur un outil payant bien sûr, mais franchement ça m'a changé la vie. Parce que ça me permet d'avoir tout un tas d'infos, auparavant éparpillées, rassemblées en un seul et même endroit. Il faudrait que je vous fasse une vidéo spécifique au logiciel, un de ces quatre. Cela dit, si vous êtes prêt à investir dans cet outil extrêmement puissant, vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Ensuite, j'utilise beaucoup TradingView, surtout pour les graphiques qu'il propose. L'outil est gratuit, mais il faut aller fouiller dans les différents menus et sous-menus pour trouver l'information que vous cherchez. Donc, si vous n'avez pas l'habitude des indicateurs et des ratios, eh bien, il va falloir vous y mettre. Enfin, l'outil le plus complet, le plus sûr et qui est accessible gratuitement par tout le monde reste les rapports financiers des entreprises. Qu'on le veuille ou non, c'est de l'information de première main à laquelle on peut difficilement échapper. Donc, en guise de conclusion, je vous dirai ceci, ne passez pas à côté des rapports financiers. Voilà les amis, c'est tout pour cette première FAQ consacrée au portefeuille du Cube. D'ailleurs, si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que ces réponses vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo plus classique. On dit ça ? Allez, on dit ça.